Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast NCA préféré. On a eu la chance de voir de très belles finales de conférences, pour certaines qui ont été très importantes. On a vu certaines équipes du coup disparaître malheureusement de ces playoffs, d'autres avoir la chance justement d'être repêchées par rapport à ça. On va tout vous décrypter en essayant d'être clair et concis un maximum pour tous ceux qui connaissent un peu moins cet univers du college football qui est très particulier justement à l'arrivée des playoffs par rapport à la NFL, j'ai envie de dire. Avant de vous expliquer un peu en détail le programme qu'on vous a concocté, je vais vous présenter évidemment les deux personnes qui sont là avec moi depuis le début, en commençant par le premier qui a été éliminé, c'est mon ami Rosu. Salut Rosu, comment tu vas? Salut à tous, ça va super, beau week-end de finale, donc c'était sympa à voir, puis pas beaucoup de matchs qui se faisaient concurrence, donc ça nous a permis d'en voir pas mal, donc c'était un bon week-end. Exactement, on était gâtés à ce niveau-là. Et donc le second qui a été éliminé un peu plus tard, enfin on l'a pris un peu plus tard j'ai envie de dire, c'est mon ami Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas? Eh ben, très bien aussi. Et je rejoins Rosu, effectivement. Un bon week-end de football, un dénouement pour les 12 places en play-off qu'on attendait tous et qui va faire couler un peu d'encre. Enfin, on en parlera plus tard. Exactement, on peut dire que c'est ce qui a mis un peu le là justement sur ce lancement de cette deuxième partie de saison qui est plus intéressante, la partie des playoffs, avec ces matchs coup près, j'ai envie de dire. Alors, pour vous expliquer un peu ce qu'on a voulu mettre en place, on va vous détailler un peu tout ça en trois grandes parties. On va commencer évidemment pour de vous décrypter un peu les finales de conférence qui ont eu lieu, en essayant de vous détailler un petit peu les plus et les moins qu'on a pu voir lors de ces rencontres. Évidemment, on ne va pas vous détailler toutes les finales de conférence. On a sélectionné les 5 plus importantes, que sont du coup l'American Championship, SEC, Big 12, Big 10 et ACC. Logique, les 4 grosses conférences et l'américaine. Dans la deuxième partie, en justement rebondissant sur ces finales de conférence, on va donc vous détailler les équipes qui sont qualifiées et les brackets des playoffs, qui vont nous permettre d'avoir un peu de grain à moudre pour la dernière partie, et aussi de vous expliquer un petit peu en détail les équipes qui malheureusement sont passées à la trappe à cause de ces finales, d'autres équipes qui ont peut-être un peu chuté aussi, d'autres équipes qui ont eu la chance du coup d'arriver en finale, contrairement à d'autres, grâce à ces résultats-là qu'on pourra évoquer. Et donc, comme je vous l'ai dit, on embrayera donc sur la dernière partie où cette fois-ci on vous fera la preview du premier tour, avec 4 rencontres qui sont toutes les 4 intéressantes. Évidemment, il y en a des plus excitantes que d'autres, mais chaque match est important à ce niveau-là. Voilà, donc on va commencer directement, comme je vous l'ai dit, donc en parlant de ces finales de conférence. Et en revenant sur la première finale qui nous intéresse, c'est celle de la conférence américaine. Comme Rosu, vous l'avez évoqué il y a quelques temps, North Texas avait eu depuis quelques années la chance de retrouver le top 25 et potentiellement de pouvoir se retrouver en playoff. On le savait, ils avaient enfin, la seule chose entre guillemets à faire, c'était de pouvoir gagner ce match. Ils se retrouvaient là avec un bilan de 11 victoires et une défaite. Une équipe qui était quand même très en forme avec un très très bon quarterback jusque-là. Face à cette équipe de Tulane, qui avait été aussi très impressionnante cette année, avec exactement le même bilan, 11 victoires et une défaite. Leur seule défaite, pour le coup, c'est un peu anecdotique, mais j'ai eu, entre guillemets, la chance de l'avoir, parce que c'était face à UTCA, qui est une université qui est à San Antonio. J'ai pu aller assister à la rencontre, et pour le coup, moi, Tulane m'avait pas vraiment impressionné. Je trouvais qu'ils n'étaient pas très inspirés offensivement. Défensivement, au final, ils avaient quand même un peu de mal à faire des stops. Donc, pour le coup, je pensais vraiment que North Texas avait une carte à jouer. Malheureusement, ils ont perdu 34-21. On a vu quand même une très belle rencontre. Je vais commencer par toi, Rosu. Qu'est-ce que tu auras envie de me dire concernant cette rencontre?
Ouais, une belle rencontre. C'était pas évident de donner un favori au début de match. Et, Tulane qui avait quand même l'immense avantage de jouer à domicile pour cette finale. Euh, donc c'était plutôt bien parti pour North Texas. Et ensuite, malheureusement pour eux, ça a été plus de la malchance, je vais dire, qu'autre chose. C'était vraiment pas leur soirée. Et Et donc, du coup, bon, ils sont fait distancer, notamment juste avant la mi-temps. Il y a Tulane qui essaye juste avant la mi-temps de passer une quatrième sur la zone du touchdown. Et ils font une espèce de QB sneak qui est franchement litigieux, très litigieux. Donc, les arbitres avaient donné le touchdown au début, donc ils le gardent. Première action très litigieuse, on va dire. Donc, ça a déjà créé un certain gap au niveau du score à ce moment-là. Et ensuite, il y a une deuxième décision des arbitres qui est aussi tout aussi douteuse. Et encore une fois, ça va contre North Texas. Déjà, donc le quarterback qui a fait une super saison, le Drew Mestemaker, qui a bien lancé dans ce match. Il se retrouve avec 3 interceptions, mais les 3 interceptions, c'est à chaque fois quasiment pas pour lui. Ça touche un mec et puis après, c'est récupéré ailleurs. Et donc là, justement où il lance la balle proprement, ça passe carrément entre les mains de son receveur qui se trouve. C'est intercepté derrière. Le mec return pour le touchdown et le quarterback court après, on va dire, pour l'empêcher. Et au moment d'arriver à un moment de la ligne quasiment, le quarterback arrive à choper le mec et il le chope et en plus il crée le fumble. Et donc le fumble, après, le ballon va dans la end zone et personne n'arrive à le recouvrir nettement dans la end zone. Ce qui fait que potentiellement c'est un touchback. Et donc là encore, les arbitres ont donné le touchdown au début. Mais franchement, je pense que le fumble, il est juste avant la ligne et donc ça aurait dû être touchback. Donc ça fait en gros 14 points quasiment donnés à Tulane, où on va dire gentiment que c'est plus que litigieux. Et donc voilà, je pense qu'après ils étaient au fond mentalement nos amis de North Texas. Et franchement, même les interceptions de Mestemaker, comme je disais, hein, c'était vraiment de la malchance à chaque fois. Donc bien joué Tulane qui ira jouer en playoff. Et puis Tulane qui a pas démérité, cela dit. Hein. Ils se sont mis dans des situations pour avoir justement cette chance avec les arbitres. Et donc notamment Jack Retzlaff, le quarterback, qui fait un bon match aussi sans être fantastique à la passe, mais il va quand même chercher 2 touchdowns dans la course. Donc c'est ça qui permet à Tulane aussi de l'emporter. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Jack Retzlaff, c'était le quarterback de BYU l'an dernier, dont on parlera plus tard. Exactement. C'est sûr que comme tu l'as dit, malheureusement à ce niveau-là, ça joue souvent sur des détails, des problèmes de sérieux ou alors de pénalité ou comme tu l'as pu l'évoquer aussi, des problèmes d'arbitrage. Là, malheureusement, dans ce match, c'était un peu contre North Texas parce que j'ai envie de dire que Tulane, eux, ils ont fait le taf, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire offensivement. Derrière, le problème, c'est que North Texas, ils font un fumble, 2 interceptions coup sur coup et une autre interception après qui est en fin de match, même si malheureusement, ce n'est pas de sa faute à lui personnellement. Avec ce genre de stats, c'est toujours compliqué de réussir quand même à s'en sortir dans ce genre de match. Bertrand, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de cette rencontre? Eh ben, j'en pense qu'effectivement, on s'attendait à un peu un feu d'artifice, hein, surtout du côté, offensif, en tout cas surtout du côté de North Texas, hein, puisqu'on avait dit la semaine dernière qu'ils marquaient un peu plus de 46 points en moyenne par match. Là, ils ont été cantonnés à 21 points. Bon, il y a pour moi 2 explications. Hein. Déjà la pluie, puisque c'est un match sur lequel il y a beaucoup plu aussi. Et je pense que pour la peine, nos amis du Texas, en tout cas du Nord, sont pas trop habitués à jouer dans ces conditions-là. Et c'est ce qui explique pas mal de fumbles ou des receveurs qui dropent un peu au moment d'attraper la balle ou même des passes parfois peut-être un petit peu hasardeuses. Enfin voilà, avec la pluie, on maîtrise un peu moins bien le ballon.
Et puis le deuxième, le deuxième critère de cette victoire de Tulane, je pense que ça a été aussi dans l'agressivité dont ils ont pu faire preuve, notamment en défense. Que voilà, en attaque, voilà, Rosu l'a dit, je suis tout à fait d'accord. Voilà, et bon, ils ont été sérieux, ça n'a pas été exceptionnel, mais ils ont été sérieux. Là où je les ai trouvés un peu au-dessus de North Texas, c'était voilà, typiquement, enfin voilà, en défense, hein, clairement, la défense a réussi à exploiter les erreurs que faisait North Texas, et ça, c'est aussi comme ça qu'on gagne des finales. Et c'est plus à ce niveau-là où moi, Tulane m'a un petit peu pas surpris parce qu'on savait que c'était costaud et que enfin, ils étaient classés 20, c'est quand même pas rien. C'est vrai. Puis voilà, après, ils ont fait le taf en attaque, ça a bien contrôlé l'horloge, ça a bien contrôlé, enfin, le terrain, c'est resté calme, c'est resté, voilà, on peut reparler des décisions litigieuses. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Rosu. Moi, je pense qu'il y a un touchdown qui n'y est pas sur le premier, clairement. Un peu plus compliqué sur le fumble que Rosu a dit. Enfin, voilà, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que ça se joue à pas grand-chose, mais ils ont été voilà, avantagés et parce qu'ils jouaient chez eux, avantagés et parce que la pluie a rendu la tâche compliquée à l'attaque de North Texas qui n'a pas forcément l'habitude. Et puis ils ont pris le pas. Ils ont pris le pas en défense, donc forcément il y a un moment North Texas, voilà, quand il y a beaucoup de turnover, c'est compliqué en finale d'aller jouer sérieusement, ou en tout cas que ça soit pas que d'un côté, quoi. Mais bon, on peut pas vraiment parler d'erreur d'arbitrage, hein. Franchement, c'est plutôt la pièce est tombée 2 fois du Ouais, mauvais c'est ça. côté C'est pour Oui, c'est North ça, c'est ça. Texas. ouais, c'est pas des Donc grosses erreurs. c'est pas des erreurs vraiment, C'est même des pas des erreurs, jugements oui, c'est qui est des vraiment interprétations limite, après quoi. qui sont Voilà. limites, quoi. Voilà. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Bon, donc voilà, comme vous l'avez compris, malheureusement, c'était pas pour North Texas ce coup-ci. Et Ouais, donc à Tulane noter quand même que c'était le dernier match des coachs. Des deux. Enfin, peut-être Ouais, qu'il reste le gars de Tulane, Johnson Morrell qui va partir sur le banc de Florida, et Maurice de Texas, de North Texas, qui va partir entraîner Oklahoma State. Oklahoma State, ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il emmène notre ami le quarterback avec lui. Un quarterback, mine de rien, qui fait 3 interceptions malchanceuses, on l'a dit, mais qui fait quand même pratiquement 300 yards, hein, dans ce match-là. Oui, ouais, c'est ça. il restait que toute la saison quand même, hein. Il y a pas Malgré la Non, non, il pluie. est pas mal. Ouais. Il est pas mal. Et du coup, le coach qui lui par contre a fait le match de playoff jusqu'au bout pour le coup. Bon, on en parlera peut-être par la suite. Mais du coup, voilà, vous l'avez compris, Tulane a obtenu son ticket et sa place pour les playoffs en devenant champion de l'American Conference. On va donc passer maintenant à cette deuxième finale de conférence qu'on a pu suivre. C'est la finale de SEC. On l'avait évoqué justement, cette finale un peu particulière, parce que Virginia avait le meilleur bilan de la conférence. Ils étaient logiquement premiers dans cette conférence. Ensuite, dans le reste de cette conférence, il y avait 3-4 équipes qui avaient un peu le même bilan, et donc c'est Duke qui est sorti un peu de là, de nulle part. On rappelle quand même que Duke, au général, avait un bilan de 7-5, il me semble. Ouais. 7 victoires et 5 défaites. Donc très compliqué quand même avec ce genre de bilan, normalement, pour jouer une finale de conférence. Mais donc ils ont réussi à l'obtenir par rapport au fait qu'ils avaient un calendrier plus compliqué en conférence que les autres. Donc ils récupèrent leur ticket. Malheureusement, du côté de Miami, on a un peu dégoûté parce que donc du coup, on devait potentiellement jouer la finale de conférence pour obtenir sa place en playoff. Ce ne sera pas le cas. Donc on a Duke qui va affronter Virginia. Virginia qui était évidemment le favori, qui était l'équipe normalement la meilleure de cette conférence. Et finalement, il y a évidemment que dans le college football qu'on peut voir ça, c'est Duke qui va l'emporter 27-20. Je rappelle que ces deux équipes s'étaient déjà affrontées lors de la saison et c'est Virginia qui avait gagné, il me semble. On avait parlé d'Arian Mensah, le jeune quarterback de Duke, qui faisait une très belle saison et on était épaté un peu par le niveau qu'il avait pu montrer. Évidemment, on est content quand on voit ce genre de scénario. Vous vous en doutez qu'avec ce bilan-là, malheureusement pour Duke, ce ne sera pas possible de pouvoir accéder aux playoffs, mais en tout cas, ils sont quand même champions de conférence. Ça sauve un peu leur saison, j'ai envie de dire. Du coup, Bertrand, je vais venir d'abord vers toi. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur cette rencontre?
Eh ben déjà juste féliciter Duke parce que c'est la première fois Exactement. depuis 1962 qu'ils arrivent à être champions. Voilà, ils avaient eu un double titre en 89 justement, ils avaient partagé le titre avec déjà Virginia à l'époque, mais c'est la première fois qu'ils sont champions seuls de l'Atlantique depuis 1962. Donc c'est pas rien, je pense que ça a dû être la fête pas mal C'est clair. à la sortie du stade. Après, que dire enfin, même si Duke avait fait effectivement a été hyper sérieux et bon, ils m'ont fortement impressionné sur leur maîtrise du ballon, notamment en attaque. Parce que là, je cherchais justement. Ils ont fait 2 possessions qui ont duré plus de 9 minutes et plus de 8 minutes. Donc autant vous dire que Virginia a pas beaucoup vu la balle sur le match. Et puis Virginia, voilà, ça a fait des erreurs. Moi, je l'avais dit, je pensais clairement qu'ils avaient, ils étaient plus équipés, voilà, c'était plus sérieux. Ils avaient des matchs quand même beaucoup plus costauds sur la saison, mais ça a déjoué. Pourtant, ils ont fait preuve d'une agressivité. À un moment, ils perdaient quand même pas mal pendant le match. Il y a eu jusqu'à 10 points d'écart, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ils sont revenus, à 20 partout pour aller en overtime. Et puis là, sur la première possession en overtime, bon bah voilà, c'est Chandler Morris, le QB de Virginia, qui est mis sous pression, qui envoie un peu, il essaye de forcer un peu le destin, et puis c'est intercepté, et du coup bah après les Blue Devils, Duke a plus qu'à à dérouler pour marquer les points, et puis pour aller chercher, une fois que le momentum psychologique est là aussi en overtime, ça fait du mal. Bon, après c'était une rencontre équilibrée, moi, j'ai trouvé une rencontre équilibrée. Voilà, ça se rendrait coup pour coup. Voilà, je le répète, la maîtrise du ballon et d'avoir confisqué le ballon à Virginia, je pense que c'était la meilleure des stratégies à faire. Et ils ont fait ça vachement bien. Pour la peine, ça a privé Virginia d'avoir le ballon, de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire en attaque, ce qu'on a pu voir sur la saison. Vraiment, franchement, bravo à Duke. Alors après, voilà, le fait qu'ils avaient fait quand même une saison pas oufissime, on en parlera après, mais ils sont pas qualifiés dans les 12 places pour aller en playoff, ce que je trouve Mm. à peu près normal, compte tenu du niveau qu'on a pu voir cette année et compte tenu du niveau des autres. Mais on pourra en parler plus longuement après, je pense. Voilà, C'est vrai. c'était un beau match. Moi, Duke m'a impressionné par sa maîtrise. Je ne pensais pas qu'ils étaient capables d'avoir autant de maîtrise que ça. Et puis, voilà, une belle discipline. Et puis, ça a fait basculer le match de leur côté, alors que clairement, on n'aurait pas mis beaucoup d'argent sur Duke avant ce match-là. C'est clair. C'est beau pour Duke parce que je pense que certains doivent le savoir. C'est quand même une très bonne université au niveau du sport et surtout du basket. On sait que Duke, c'est une usine à basket. Ils ont envoyé tellement de basketteurs qui sont en NBA et de très gros basketteurs qui sont passés par là. Là, de fait de gagner une finale de conférence en college football, ça doit aussi leur faire plaisir à ce niveau-là. Du coup, je vais te poser exactement la même question, Rosu, essayer d'avoir un peu ton ressenti sur cette rencontre. Et on pourra parler après du coup de ce qui a découlé dans la deuxième partie par rapport à cette finale justement. Mais au moins que tu nous parles de ce match. Ouais, Duke, comme tu dis, qui était au basket, mais c'est aussi une bonne université en termes académiques. Mhm. Et Duke, ils avaient fait parler d'eux l'année dernière au moment du transfert portal parce qu'ils avaient été débauchés d'Arian Mensah, le quarterback qui était à Tulane justement. Donc ça nous ramène sur nos dominos avec Tulane et BYU. Et lui, voilà, ils ont été le chercher, ils ont mis ce qu'il fallait pour l'avoir. Et ben, ça a payé en tout cas, puisque finalement, ils se retrouvent avec un titre de SEC. Je trouve ça, moi, un peu dommage quand même qu'ils ne soient pas qualifiés en playoff. Parce que bon, c'est quand même bizarre que le Ça aurait champion été SEC logique, ne ouais. soit pas qualifié. Mais bon, vu leur fiche sur le total de la saison, c'est pas non plus scandaleux. Je pense que voilà, c'est plutôt Virginia qui a failli dans ce match-là. Bertrand l'a dit, ça a été dur en attaque pendant tout le match. C'est limite déjà miraculeux qu'ils aient réussi à atteindre la prolongation. Il marque un touchdown à 20 secondes de la fin. Mais
mais vraiment, ça a été difficile tout le match. Et puis voilà, en prolongation, ils n'ont pas pu résister à la première possession de Duke qui met son touchdown. Donc après, de toute façon, il fallait tenter le tout pour le tout. Malheureusement, voilà, il se fait intercepter Chandler Morris pour la deuxième fois de la journée. Il n'a pas fait un grand match, lui, pour le coup. Il est à peine à 50% de complétion. Il y a beaucoup de passes qui ont été ratées. C'était pas son jour, le pauvre. Et du coup, on l'a retrouvé justement en pleurs à la fin du match. C'est un quarterback senior, donc c'était sûrement son dernier match. Et malheureusement, il finit sur un peu une contre-performance, on peut dire, pour lui. En plus, voilà, Virginia, s'ils gagnaient, ils allaient en playoff. Donc, c'est un peu double peine pour Virginia qui passe à côté de l'opportunité et c'est pas dit qu'ils en auront une de sitôt aussi belle. Exactement. Voilà, donc on rentre pas plus en détail parce que justement dans cette deuxième partie, on essaiera un peu de vous expliquer, de vous détailler ce qui s'est passé du coup dans la conférence SEC et pour l'acquisition en playoff. Donc vous l'avez compris, Duke qui a gagné, qui est champion, ne se retrouve pas en playoff. Virginia qui perd, ne se retrouve pas en playoff. On vous expliquera ce qui s'est passé par la suite. On va continuer du coup sur ces finales de conférence. Évidemment, on va, vous l'avez compris, dans l'ordre un peu chronologique des matchs. Et cette fois-ci, on va aller en Big 12 pour cette finale où là, on voyait affronter deux belles équipes qui avaient exactement le même bilan également, pour 11 victoires et une défaite. C'était un match qui était quand même très attendu parce que Texas Tech fait quand même un peu sans bruit, j'ai envie de dire, par rapport à ses autres concurrents, une très très belle saison. On avait déjà pu parler de leur défense qui était impressionnant et de Beren Morton qui faisait quand même une belle saison également au poste de QB. De l'autre côté, BYU aussi, un peu surprenant, faisait une belle saison. Était un peu la surprise de ces rencontres, une des équipes qui avait potentiellement la chance de pouvoir se retrouver en play-off. Également, si jamais ils arrivaient à prendre cette rencontre. Malheureusement, il y a eu un non-match, j'ai envie de dire, parce que Texas Tech gagne 34-7 face à BYU. On en a du coup discuté un peu en off, mais au niveau de mon ressenti, évidemment, je m'attendais à une énorme défense de Texas Tech et de grosses difficultés pour BYU offensivement. Dans, je pense, le premier quart-temps, j'ai vu une équipe de Cougars qui était très inspirée, très créatif. Ils ont fait pas mal de jeux un peu reverse et ils ont tenté pas mal de choses qui ont pas mal dérangé justement cette défense de Texas Tech. J'étais impressionné, je me dis pas mal, ils ont étudié leur adversaire, ils essaient d'être un peu créatifs, ils créent des choses. Ça leur permet même de mettre le premier TD dans cette rencontre. Donc ils gagnent 7-0, premier quart-temps très intéressant, ils arrivent à être créatifs, ils arrivent à créer des choses. Et là, malheureusement, ils sont tombés sur un hic parce que je sais pas si c'est peut-être le niveau du coach, les joueurs qui sont peut-être un peu plus faibles côté de BYU, mais malheureusement ce côté un peu créatif, ça a été un peu compliqué. Ils sont retournés dans un jeu un peu plus stéréotypé, avec beaucoup de courses de la part du QB, énormément de pression, mais ça on l'a vu toute la saison, de la part de la défense des Texas Tech. La défense de Texas Tech, je pense que c'est une des équipes qui met le plus de pression sur le quarterback adverse. Franchement, ils m'ont impressionné à ce niveau-là. Ils ont leur boss là, de la défense, je reviens sur son nom, c'est Jacob Rodriguez, le linebacker, qui est vraiment impressionnant. En run-stop, il est énorme. Pression sur le QB, il est énorme aussi. Il guide bien sa défense. Franchement, j'ai vu une très très belle défense. Et derrière, Ben Morton, c'est le boss. Il fait le taf tranquillement. Il finit à 20 sur 33, 215 yards, 2 TD, 0 interception. Il nous envoyait en plus 2 belles bombes avec des passes de plus de 20 yards. Franchement, j'ai vu un très très beau match de la part de Texas Tech et très content qu'ils se retrouvent du coup quatrième. Et donc du coup qu'ils échappent à ce premier tour parce que franchement ils le méritent amplement. J'ai vu une très très belle équipe et je pense qu'il va falloir les surveiller quand même dans ces playoffs. On va commenter par toi, Rosu. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu du coup ton ressenti sur cette rencontre? Ouais, BYU, comme tu l'as dit, qui avait surtout comme objectif de
de progresser lentement mais sûrement, d'empêcher l'attaque de Texas Tech d'avoir trop souvent le ballon. Donc ça a été des assez longs drives. Ils ont bien commencé le match en scorant le premier touchdown, et ils ont réussi à bien tenir au début Texas Tech. Ça a commencé à se compliquer un peu en deuxième quart-temps. Mais bon, il y avait encore un beau match à la mi-temps, globalement, hein. C'était assez serré. BYU avait encore toutes ses chances. Et malheureusement, ça a quand même tourné après la mi-temps où vraiment là, la défense de Texas Tech a pris le pas sur l'attaque de BYU. Je pense qu'ils se sont bien ajustés, surtout dans les vestiaires. Et effectivement, les squads de linebacker de Texas Tech qui est vraiment à pas sous-estimer. Tu as parlé du Rodriguez, mais il y a aussi son compère Ben Roberts qui prend 2 interceptions, et 2 belles interceptions d'ailleurs. Ouais. Franchement, qui sont pas faciles à faire pendant le match. Et ça a tué BYU. Et je pense qu'après, nos amis de BYU, ils étaient un peu dans le trou. Ils étaient obligés d'accélérer un peu la cadence, ce qui n'était pas vraiment ce qu'ils avaient l'intention de faire au démarrage. Et puis, il a montré un peu ses limites, notre ami Bear Backmeyer, qui fait cependant pas un match ridicule, hein. Mais bon, voilà, trop de pression. La défense de Texas Tech, elle a l'air quand même de tenir la route. On va voir ce que ça va donner face aux gros, qui vont avoir l'opportunité d'affronter plus tard. Mais en tout cas, à pas sous-estimer cette équipe de Texas Tech. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un consensus où genre tout le monde un peu les aime bien et sont contents qu'ils aillent en playoff. Donc voilà, une équipe intéressante en tout cas, pleine de suspense pour la suite. Et c'est ça qu'on aime, hein, pour la suite des événements. Exactement. Même question pour toi, Bertrand. J'aurais ton ressenti un peu sur cette rencontre et ces deux équipes. Oui, ça a été un peu un remake, hein, du match de saison régulière, hein. Texas Tech les avait déjà battus 29-7 quelques semaines précédentes. Bon, bah là, 34-7, un peu avec la même recette, hein, c'est-à-dire une défense, une très très grosse défense. Enfin, on l'a dit, je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment, moi, c'est cette partie défensive qui m'a le plus impressionné sur ce match-là. Alors après, même si BYU effectivement a fait une belle saison, j'ai trouvé un peu en deçà au niveau attaque. Alors après, c'est vrai que la soirée pour Backmeyer, elle a été un peu cauchemardesque, hein, quand même, parce que 2 interceptions, 2 fumbles perdus, ça fait mal. Alors voilà, c'est un true freshman, donc bon, il n'y a pas à lui en vouloir, hein. Il fait déjà une saison extraordinaire. Là, il a la pression tout le temps. Il y a un moment, c'est normal que ça craque. Et c'est même presque bizarre que c'est pas craqué plus tôt, parce que dans le match, il avait aussi beaucoup de pression. Alors peut-être que sa ligne s'est fatiguée aussi un peu au fur et à mesure face aux assauts de la D-line de Texas Tech, qui est quand même très, 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 très costaud. C'est pas une surprise, effectivement, Texas Tech. Ils font pas beaucoup de bruit, mais ils ont réalisé une saison quasi parfaite, hein. Ils perdent de mémoire, ils perdent contre Arizona State, mais c'était un non-match, alors qu'ils ont vraiment dominé de la tête et des épaules toute leur saison. C'est pas surprenant de les voir là. Je pense que ça va être un candidat sérieux pour les matchs après. Bon, là, ils ont un tour de bye, donc on sait que ça peut être toujours un petit peu compliqué de perdre le rythme, de pas jouer une semaine comme ça pour après faire un gros match. Mais c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter. Ça joue fort, ça joue sérieux, c'est quasi implacable. Il va falloir être costaud pour les arrêter, hein, clairement. Voilà. Effectivement, donc vous l'avez compris, Texas Tech avec cette victoire du coup qui remporte son ticket en playoff et qui va même être qui ne jouera pas du coup pour ce premier tour. Et de l'autre côté, malheureusement, BYU avec cette défaite est une des équipes malheureuses qui était 12e, hein, du classement, hein, avant cette rencontre, et malheureusement qui vont sauter et qui ne pourront pas accéder aux playoffs. Ouais, juste sur ça, c'est Ouais. d'autant plus une des équipes qui peuvent se targuer légitimement de s'être fait un peu voler, parce qu'au final, ils perdent 2 matchs dans l'année, et les 2 fois Contre le champion de la conférence. contre Texas Tech, donc qui est arrivé dans ce match-là en tant que 4e ou 5e, et qui était déjà
quasiment top 10 au moment du premier match. Donc en gros, ils ont 2 défaites contre des top 15 sur leur année, en comptant la finale de conférence. Du coup, eux, ils peuvent s'estimer un petit peu lésés, à mon avis. Exactement. C'est là où on aura l'occasion d'en discuter après, mais là où il y a des petits soucis à ce niveau-là, et malheureusement, il y a des petits couacs, j'ai envie de dire, au niveau de ces équipes qui peuvent passer ou non en play-off. Pour continuer, sur notre avant-dernière du coup finale de conférence, on fait évidemment toujours dans l'ordre chronologique, on va parler de cette finale de SEC. Et quelle finale encore une fois on a eu entre Georgia et Alabama. C'était pour moi les 2 équipes qui m'impressionnaient le plus avant ces finales de conférence. Georgia, évidemment, est resté dans ce qu'ils savent faire. Je pense que c'est également une des équipes, et pour moi, l'équipe favorite pour gagner le titre en fin de saison. J'ai vu une défense incroyable, évidemment. Ils avaient du mal en ce début de saison quand même, défensivement. Après, ils ont eu énormément de joueurs quand même importants qui ont été draftés cette saison du coup en NFL. Donc pas mal de nouveaux joueurs, sûrement un nouveau rythme à prendre ensemble. Mais en tout cas, petit à petit, on les a vus monter en puissance. Pour rappel, Alabama avait battu Georgia. C'était leur seule défaite. J'ai envie de dire que Georgia s'est vengé comme il fallait parce qu'ils ont fait un match parfait, que ce soit défensivement, offensivement. Gunnar Stockton, c'est vraiment le QB parfait, quoi. Il sait tout faire. Sa lecture de jeu est impressionnante. Il a bien géré le tempo. Il sait courir quand il doit courir. Il est bon à la passe. Il est propre. Il fait pas trop de passes foireuses. Il finit quand même à 20 sur 26. Donc il a raté 6 passes, 158 yards, 3 TD, 0 interception. On connaissait Nat Frazier, du coup, l'importance qu'il avait, le run qui apporte encore 50 yards en plus dans cette diversité en attaque, avec du coup le numéro 1, Zachariah Branch, le wide receiver, qui fait également encore un très bon match, un très beau TD de sa part, avec un petit gauche-droite là sur la défense d'Alabama. Évidemment, l'équipe d'Alabama qui est impressionnante, de Georgia qui est impressionnante. Par contre, l'équipe d'Alabama, beaucoup de mal, moi surtout sur l'attaque d'Alabama. Alors oui, voilà, on joue contre une grosse défense, une défense qui met énormément de pression, donc c'est compliqué. Mais par contre, j'ai trouvé quand même un Ty Simpson, ou alors je sais pas d'où c'est peut-être les appels de jeu, mais en tout cas pas très inspiré. L'attaque avait énormément de mal à avancer. Bon, finalement, il finit quand même à 212 yards parce qu'au bout d'un moment, ça relâche un peu du côté de Georgia. Il faut essayer quand même de prendre des risques et de forcer un peu plus sur la passe. Mais j'avais justement bien aimé cette alternance avec le jeu de course, le jeu de passe. Le jeu de course, il leur apportait 11-10 yards, 20 yards sur 2 joueurs. C'est trop peu. On va commencer du coup par toi, Bertrand. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Eh ben, je crois que Georgia a surclassé Alabama. Hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Bon, après, Georgia, hein, clairement, les Bulldogs avaient à cœur de se venger de ce match de saison régulière qu'ils ont perdu à domicile. D'ailleurs, hein, Kirby Smart, le head coach de Georgia, avait demandé lors de la réunion d'équipe précédente, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'était assez rigolo parce que ça a été montré après le match, mais il a demandé pendant la réunion d'équipe aux joueurs qui avaient battu Alabama de se lever et personne n'a bougé. Hein. Donc ça veut dire que personne à Georgia n'avait jamais battu Alabama. Donc je pense que ça les a bien motivés pour la peine, ça leur a bien marqué. Moi, clairement, la défense d'Alabama m'a beaucoup impressionné. Hein, donc effectivement, alors il y a des stats qui font mal, hein, surtout pour Alabama, parce que voilà, même s'il y a des joueurs qui sont en positif sur la course, Alabama sur le match complet finit à moins 3 yards à la course. Dans une finale de conférence, quand on n'arrive pas à courir comme ça, Compliqué. ça peut pas fonctionner. On sait ce que c'est que la SEC et l'importance du jeu à la course. Moi, le front seven des Bulldogs m'a impressionné en mettant une pression constante sur Alabama. Du coup, ils sont devenus hyper prévisibles parce qu'ils n'avaient plus que la passe pour fonctionner. Donc, certes,
Simpson, il s'en sort à peu près correctement, mais du coup, c'est quand même beaucoup plus facile quand tu sais que la course, ça fonctionne pas du coup et que ta D-line fait le taf et que derrière, tu n'as plus qu'à couvrir. Bon, tu sais que de temps en temps qu'il y a des passes qui vont passer, mais néanmoins, ça te libère. Enfin, en tout cas, ça libère les corners et les safety d'une pression à toujours regarder devant et à pouvoir se concentrer sur ce qui va un peu plus profond. Ouais, Georgia, c'est des sacrés prétendants. J'aimerais pas les affronter. On voit bien qu'ils sont montés en puissance. Ils ont un petit passage à vide en milieu de saison avec cette défaite contre Alabama et 2-3 matchs après, on les a sentis sans forcément être fébriles, mais on s'est dit tiens, ils sont prenables. Là aujourd'hui, bon, je sais que sur un match tout est possible, mais je vois pas qui a les armes pour prendre cette équipe qui monte en puissance, qui est enfin, j'ai trouvé, alors, enfin, moi j'aime bien, je suis fan de défense, mais qui, je trouve, font preuve d'une brutalité défensive assez impressionnante. Enfin, ça tape fort, le front seven, il est costaud, vraiment costaud. Et puis en attaque, enfin, ça déroule, quoi. Hein. Stockton, tu l'as dit, ça passe, les receveurs sont là, il a du temps pour jouer, il a du temps pour lancer. À la course, ça avance. Les running, c'est aussi du costaud. Ouais, ils sont armés. C'est une armada qui va être difficile d'aller chercher et de dynamiter. Mais sur un match, hein, on sait bien que sur les playoffs, c'est toujours difficile. Mais là, enfin, ça peut être toujours. Il peut toujours y avoir des surprises. Mais moi, clairement, si aujourd'hui on me demandait de mettre un billet, parce que c'est un peu notre blague récurrente depuis quelques semaines, clairement, s'il faut mettre un billet, ça serait sur Georgia que je mets mon billet. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour justement être bien complet à ce niveau-là. Déjà pour finaliser sur Alabama, avant de passer la parole à Rosu, ils n'ont pas été très inspirés au jeu de course. Il y avait quand même James Miller qui était absent dans cette rencontre, qui malheureusement faisait quand même une très grosse saison. Ça fait quand même une grosse perte pour eux. De l'autre côté, pour Georgia, comme j'ai dit, pour moi, je pense que c'est l'équipe qui est également favorite. Comme toi, ce que j'adore, bah, tu l'as dit déjà, leur défense, c'est impressionnant. Ils sont tous costauds, ils sont tous puissants, ils font mal. Ils sont très sérieux aussi en plus de ça. Et de l'autre côté, en attaque, c'est la diversité qu'ils arrivent à trouver. C'est impressionnant. Les jeux sont tout le temps bien appelés. Tu as de l'alternance passe courte, passe longue. Stockton, il court beaucoup, il y a des bonnes jambes. Attention, il va au contact, il n'y a pas peur. Franchement, ça va être vraiment compliqué pour les défenses parce qu'il y a d'autres bonnes défenses. Hein. Dans le reste des playoffs, il y a quand même des équipes qui ont des défenses costauds. Mais pour stopper l'attaque de Georgia, je pense qu'il va falloir y aller quand même. Du coup, je vais te passer la parole à toi et de demander ton avis, Rosu, sur ces deux équipes et ce que tu as pensé de cette rencontre. Bah, j'ai surtout pensé que j'étais déçu par Alabama. Au final, la seule raison pour laquelle ils sont là, et la seule raison pour laquelle, entre guillemets, ils ont un peu sauvé leur saison, c'est d'avoir battu Georgia dans le match de saison régulière. Ouais. Parce que voilà, à côté de ça, il y a quand même eu des belles contre-performances, même si des fois c'est devenu des victoires, comme South Carolina par exemple. Il a Ils réussi ont à vraiment, passer, hein. ils ont vraiment eu chaud. Ouais, mais comme quoi ils ont eu chaud contre une équipe Oui, je suis d'accord. comme ça. Et voilà, effectivement, leur seul fait d'arme, c'était d'avoir vraiment battu les Bulldogs. Après, on se rappelle qu'ils avaient entamé avec une défaite à Florida State. Donc ouais, globalement, Alabama qui se retrouve en playoff parce qu'on n'a pas vraiment pu les empêcher, leur faire payer trop le fait d'avoir perdu en finale de conférence. Mais bon, pour moi, voilà, ils sont un peu. Eux, pour le coup, ils sont pas malheureux d'être en playoff, à mon avis. Et ouais, on va voir s'ils y restent longtemps. Je pense que c'est quand même une grosse équipe, attention. Hein. Mais pour le coup, Georgia, là, ils ont fait mal et ils ont montré à tout le monde. Je pense que ça va être dur de les arrêter. C'est clair, mais surtout qu'on voit que c'est vraiment deux visages parce qu'ils ont eu la chance entre guillemets, de jouer Georgia en début de saison et je trouve que c'était un Georgia qui n'était pas encore vraiment prêt et défensivement, il m'impressionnait pas autant que maintenant. Maintenant, ils sont vraiment impressionnants, que ce soit offensivement et défensivement. Et Alabama, on l'avait déjà pressenti parce que le match qu'ils ont perdu il y a quelques semaines face à Oklahoma, c'était un peu dans le même style. Ils avaient pris une foudre défensif. Offensivement, ils n'avaient pas trop su comment répondre. Ça avait été un petit peu compliqué, je trouve, justement. Et j'ai l'impression d'avoir un peu vu les mêmes matchs
À part que Georgia, offensivement, c'est plus impressionnant qu'Oklahoma, mais j'ai un peu vu les mêmes matchs. Ce serait intéressant justement de parler après dans la partie suivante de cette rencontre qui nous attend. Donc on va terminer avec notre dernière finale de conférence, qui était et encore quel match on a eu la chance de voir. Donc c'était cette finale de la Big Ten. Deux équipes qui étaient invaincues. On l'avait dit, c'était les deux seules équipes invaincues jusque-là. Donc Indiana qui était deuxième en 12-0 et Ohio State qui était premier en 12-0. On avait pu parler un peu, bon, c'est un peu deux équipes qui ont un regard un peu différent. T'as Indiana qu'on les attendait pas là, qu'ils ont fait le taf contre à peu près tout le monde, même s'il n'y avait pas non plus de grosses équipes en phase 2 et on les attendait pas là, donc ils ont fait le taf. De l'autre côté, au State, on les attendait, mais ils n'ont pas vraiment joué un calendrier très impressionnant. On disait que ça allait être peut-être leur premier vrai duel et où ils vont pouvoir se tester avant ces playoffs. Et on n'a pas été déçus. Avant de vous laisser la parole, moi j'ai envie de dire un mot encore pour moi, celui qui doit mériter le titre de Heisman cette saison, c'est Fernando Mendoza, qui fait une saison impressionnante. Le gars, pourtant, je pense que c'est qu'un junior. Hein. Je crois que c'est même pas encore un senior. Donc il y a potentiellement peut-être encore une année derrière. Mais bon, je suis pas sûr. Enfin bref, Oui, à mon avis, il sera plus là. Mais bon, non, il a marqué des points pour la draft. vu la saison qu'il fait et vu les autres QB, on va pas revenir là-dessus, mais comme il n'y a pas trop de concurrence, à mon avis, il risque de partir dans les premiers QB, hein, je pense. Clairement. Mais en tout cas, il m'a impressionné encore par son sérieux, sa maîtrise. Pareil, c'est un QB, il fait pas n'importe quoi, il lance pas des choses au hasard et j'aime ce genre de quarterback. Derrière, de l'autre côté, bah franchement, je n'ai pas été impressionné par Ohio State. Ce qui m'ont surtout déçu, c'est offensivement. Mais je ne sais pas si c'est Ohio State qui fait un mauvais match offensivement ou alors de l'autre côté, par contre, c'est Indiana qui m'ont impressionné défensivement. Indiana, sincèrement, je ne les pensais pas aussi forts défensivement. J'ai vu une équipe impressionnante. Je me remets sur la stat, ils ont fait 5 sacs. 5 sacs quand même. Je pensais pas qu'ils étaient aussi bons au niveau de la D-line et qu'ils mettaient autant de pression quand même sur le quarterback adverse. Franchement, j'ai vu une équipe pareil dans le combat, ils étaient agressifs, ils ont rentré dedans. Après, est-ce que c'est peut-être, voilà, ils sont en finale, c'est l'envie, ils sont invaincus, ils ont le momentum avec eux, ils ont voulu se lâcher, mais franchement, défensivement, Indiana, ils m'ont impressionné. On savait justement l'équipe qui était offensivement, l'équipe qu'ils avaient offensivement. Mais là, défensivement, vraiment, ils m'ont impressionné. On va commencer par toi, du coup, Rosu, si tu peux me donner un peu ton ressenti sur cette rencontre et ces deux équipes. Ouais, bah deux équipes, comme tu dis, qui n'avaient pas rencontré spécialement grand-chose jusqu'à maintenant. Donc on attendait un peu de voir ce que ça allait donner. Une chose que j'ai trouvé, moi, c'est que la défense de Ohio State, elle est vraiment costaud. Je pense que sans une grosse performance de la défense, ils auraient pris nettement plus cher que ce qu'ils ont pris. Indiana, je trouvais que la défense était correcte aussi. Ils s'en sortent bien quand même avec le field goal manqué à la fin, alors que vraiment ça doit rentrer tous les jours de kicker d'Ohio State. Indiana qui était sans leur receveur qui s'est blessé assez tôt dans le match, celui qui avait fait le touchdown juste à la fin contre Penn State. Là. Cooper Junior. Cooper, ouais. Donc ça a été un bon match. Je pense que c'est plutôt Indiana en fait qui a lutté contre la défense d'Ohio State, mais bon, petit à petit, ils ont quand même fini par les avoir. Ils ont bien alterné dans le jeu de course, j'ai trouvé. Par contre que voilà, à chaque fois qu'il y avait une des deux équipes qui blitzait, globalement, ça rentrait comme dans du beurre. Hein. Je pense que nos amis de Georgia, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont regardé le match, ou même d'Oklahoma, etc. Je pense que ces deux équipes-là, quand elles rencontreront des équipes SEC avec leur ligne défensive, ça risque de faire un petit peu mal, à mon avis. Ça va faire des dégâts, ouais. Donc à voir comment ça résiste. Et puis voilà, Fernando Mendoza, on l'avait déjà vu clutch, faire les grosses passes quand il fallait, dans les moments chauds. Bah, là encore, il nous en sort 2-3 où franchement, elles sont super dures à faire les passes et il les met comme il faut.
sous une pression de dingue. Donc franchement, bravo à lui, puis bravo aussi à ses receveurs qui sont moins connus que ceux d'en face et qui franchement n'ont pas du tout démérité. Qui ont fait les réceptions aussi qu'il fallait sur les passes de Mendoza justement, certaines assez balèzes à faire franchement. Donc bravo Indiana qui fait un peu l'exploit quand même, Tout à fait. mais voilà, avec la manière et voilà, Ohio State qui peut s'en prendre un peu qu'à même aussi. Je pense qu'en attaque c'était pas, il y avait quand même trop de manque et puis voilà, ce field goal raté à la fin qui qui fait très très mal à Ohio State. Du coup, Ohio State qui n'auront pas le bye. Donc, Si, au State, ils ont le bail. Hein. ah oui, pardon, ils ont le bye, Et effectivement. du coup, Ouais. mais par contre, ils perdent la première place. Ils perdent la première place, ouais. Donc Ils du se coup, retrouvent deuxième. Ouais. ils seront dans la zone de Georgia. Ouais. Donc Ah, bon, ils aident pas mal. Hein. voilà, mais ils ont quand même une super défense. Ouais. Et comme tu l'as dit, on l'a répété un peu depuis le début de ces rencontres, à ce niveau-là, ça joue souvent sur des détails. Et c'est vrai que bon, si ce field goal il rentre derrière, tu vois en prolongation, ça veut pas dire qu'Indiana aurait perdu le match. Hein. Et tout de suite, tu as un scénario différent. Et malheureusement, et surtout que c'était pas non plus le field goal le plus compliqué, je pense, de la terre hein, à Non, réaliser. Alors clairement peut-être pas. les jambes, elles ont un peu tremblé. Clairement pas, mais par contre, ouais, voilà, Indiana, ils gagnent quand même, ils mettent quand même que 13 points. Et ils mettent que 13 points. Et encore, quand voilà, il y a plusieurs moments où Indiana, ils arrivent à passer le first down, on se dit waouh, la façon dont ils le font. Donc, comme quoi, il faut quand même y aller. Il faut quand même y aller contre cette défense d'Ohio State. C'est clair. Même question du coup, Bertrand. J'aimerais bien avoir ton ressenti sur cette rencontre. Et c'est du coup ces deux équipes qui seront en playoff. Alors moi, vous savez, j'aime bien les petites stats, les stats un peu historiques. Hein. Et Indiana, voilà, pour souligner l'exploit quand même, hein, c'est la première fois qu'ils gagnent la Big Ten depuis 1967. C'est pas rien. Et puis, ils mettent fin à une série de 30 défaites consécutives face aux Buckeyes qui couraient depuis 1988. C'est pas rien non plus. C'est pour dire quand même que c'était un match assez crucial pour Et eux. je crois d'ailleurs, sur le côté stats comme ça, c'est genre sur les 10 dernières années, c'est l'équipe qui a le plus perdu dans toute la division 1. C'est C'est un ça. truc comme ça. C'est ça. Oui, j'ai vu ça passer aussi. Ouais. Et voilà, Alors, c'est vrai que moi, je m'attendais plus à un match ouvert très offensivement parce qu'on voit que voilà, les deux QB sont costauds et qu'on n'arrivait pas trop à juger les défenses par rapport à leur calendrier de l'année. Et puis, en fait, ça a tourné à tout l'inverse, c'est-à-dire ça s'est joué dans les tranchées. Alors moi, j'adore ça, clairement. Hein, c'est ces matchs où ça se joue dans les tranchées, où c'est des défenses intraitables. Et puis, ça a été le cas pour les deux équipes. Je rejoins Rezu sur effectivement à chaque fois qu'il y avait du blitz, c'était un peu porte ouverte. Donc j'imagine qu'il y a des équipes de SEC là qui vont se faire un peu plaisir et qui vont faire qui vont étudier tout ça en vidéo et qui vont bien voir. Je pense que sinon on est capable de le voir. Je pense que des coachs qui ont 25 ans de coaching derrière, voire plus, vont s'en donner un malin plaisir d'aller titiller les deux quarterbacks. Là où je pense où ça a fait la différence et là je te rejoins, Magic, je pense que Mendoza il a marqué des points par rapport à sa concentration, à son sang-froid, à sa lecture malgré l'adversité de la défense et que, à mon sens, il s'envole tout droit vers le Iceman là avec cette saison. Et voilà, ce match-là où il a quand même montré. Enfin, moi, il m'a impressionné par son sang-froid, hein, vraiment. On sentait qu'il était sérieux, que c'était, et que dans les moments difficiles, il prenait les bonnes décisions. On retient, on retient notre souffle sur pas mal, sur pas mal de tentatives qu'Indiana passe. On se demande comment ils disent, putain, ils y vont quand même, ils tentent des passes, il y a des passes parfaites qui arrivent alors qu'on est sur une troisième un peu cruciale. On sent que tout le monde est tendu, il arrive quand même avec ce sang-froid-là. Je suis content pour Indiana, clairement, c'est ce côté un peu Cendrillon, voilà, que personne n'attendait un peu trop en début de saison et qui finissent numéro 1, hein, parce que voilà, Invaincu en plus. Ouais. et invaincu. C'est vraiment une saison de rêve pour eux. Enfin, ça prend une dimension historique assez incroyable pour Indiana. Sur le terrain, c'est joli à regarder, c'est agréable à regarder. Enfin voilà,
Là, on a eu clairement un match de très haute volée entre les deux équipes. On avait du mal aussi un peu avant à juger Ohio State parce que avec un calendrier comme le leur, qu'on s'amusait à dire un peu facile en début de saison, mine de rien, face à une bonne équipe d'Indiana, bon, ça perd, mais voilà, c'est parce que ça bégaye un peu en fin de match et ça gère un peu mal sa fin de match. Mais c'est aussi parce que peut-être que tout au long de la saison, d'avoir un calendrier peut-être un peu trop simple pour eux, ça n'a pas permis un peu d'être un peu rugueux au bon moment et dans les moments un peu clutch comme ça, ce que Indiana a un peu plus connu. Bon, après deux grosses équipes, j'ai du mal quand même à les voir gagner contre une défense comme Georgia. Hein. Clairement, je pense que Georgia, s'ils font le même match que quand ils ont fait contre Alabama ce week-end, l'attaque, que ça soit d'Indiana ou d'Iowa State, ça risque d'être sauf qui peut et de prendre, voilà, et sauver les femmes et les enfants d'abord. Hein, parce que le front seven de Georgia, dont on parlait juste avant, contre la O-line des Hoosiers, je pense que il va y avoir quelques morts. Hein, voilà. Je pense qu'il va y avoir du dégât. Quoi. Donc, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus s'ils veulent vraiment aller chercher un titre national. Potentiellement, c'est possible. Hein. Alors, pour la féerie, entre guillemets, moi, je préférais que ce soit Indiana qui aille plutôt que les Buckeyes. Mais bon, ça reste de grosses équipes qui méritent aujourd'hui, qui ont prouvé avec ce match-là, qui étaient à un très haut niveau et qui méritent d'être qualifiés pour les playoffs. À voir voilà, ce que ça va donner contre des très très grosses défenses. Peut-être nous feront-ils mentir. En tout cas, ils ont la confiance pour eux. Ils sont pour l'instant invaincus et ça reste intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose, Rosu, sur ce match? Ouais, je voulais juste revenir sur Julian Sayin qui est dans les finalistes du Iceman. Qui du coup, ça me semble un petit peu, trop gentil qu'il soit là parce que je trouvais qu'il est vraiment sous la pression des Blitz justement. Il avait pas beaucoup assuré contrairement à Mendoza. Donc je pense qu'entre les deux, il n'y a pas match. Il a perdu des points, c'est vrai. En ce qui me concerne pour le Iceman et puis juste pour finir sur le Iceman. Les autres qualifiés, donc pour la finale, c'est Diego Pavia. Donc lui, pour moi, il est out d'office du coup à cause de son âge. Et Jeremy Alov, out d'office due to le comportement de Notre-Dame après s'être fait virer des playoffs. Donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est Mendoza le Iceman. Je crois qu'on est tous les trois d'accord. Hein. Il y a un consensus, c'est assez rare. On est tous d'accord pour dire que Mendoza, il est loin devant. Quoi. Exactement. Pour conclure sur ça, justement, petit fait anecdotique, justement, je l'ai appris juste avant, on en parlait en off. Fernando Mendoza, donc, qui s'est blessé dans ce premier quart-temps. Je vais le préciser un peu aux personnes qui nous écoutent. Un autre Mendoza est rentré, donc pour un jeu. Il n'a pas lancé, ils ont juste fait une course. Il me semble qu'ils ont pris le premier down en plus, donc son premier down en carrière, c'est cool. C'est un freshman, Alberto, il me semble, Mendoza, qui est donc le petit frère de Fernando Mendoza. Donc je pense qu'à mon avis, comme on a pu le dire, ça devait être dans le package. À mon avis, tu prends mon petit frère avec et le petit frère a pu jouer en finale de conférence. Ça reste toujours sympa. Voilà, et ce qu'on a dit aussi, c'est que justement avec le transfert portal, on peut passer d'une équipe moyenne à une super équipe en une off-season. Et si on recrute le bon mec sur le portail des transferts, comme ça a été le cas pour Mendoza. Et donc ça fait voilà, différence. à toutes les équipes qui ont été déçues cette année. Eh bien, voilà, on peut se refaire assez rapidement. Les changements sont beaucoup plus vite qu'avant, effectivement. Tu pensais à qui, du coup là... Non, on a dit qu'on n'allait pas en parler. Là, on part dans un truc, on parle plus de... On parle de Texas Tech parce qu'ils ont fait beaucoup de travail sur le transfert portal et puis Texas A&M aussi qui a fait beaucoup de recrues sur le portail des transferts. Voilà. On ne parlera pas d'autres équipes de Texas. Comme quoi ça marche de lâcher les chèques. Allez, voilà, ça va reparler d'argent, je m'en doutais. Allez, on va tout de suite parler du coup de ces équipes. Alors, je vais vous citer du coup les équipes qui sont qualifiées. Comme ça, on va pouvoir parler de ceux malheureusement qui ne sont pas qualifiés. Donc, vous l'avez compris, Indiana avec cette victoire du coup passe de la deuxième à la première place. Donc, ce sera l'équipe numéro 1, donc qui sera bye. De même du coup que Ohio State qui lui ne descend pas trop avec cette défaite, qui finit du coup deuxième. En troisième, on a donc du coup l'équipe de Georgia
Et pour finir, la dernière équipe qui sera bye, c'est donc Texas Tech. Donc c'est ces deux équipes qui sont champions de conférence. Enfin, du coup, les 3 champions de conférence plus Ohio State qui se retrouvent en bye week pour ce premier tour des playoffs. Du coup, dans l'ordre, je vais juste vous donner de l'ordre précis. Après, on vous parlera des rencontres. En 5e, du coup, c'est Oregon. 6e, c'est Ole Miss qui se retrouve. Suivi dans 7e, Texas A&M. 8e, du coup, c'est Oklahoma. 10e, c'est, là, on va pouvoir en reparler très rapidement, c'est Miami qui se retrouve 10e. 11e, Tulane. Et 12e, James Madison. Alors, la première chose, avant de pouvoir parler de ce premier tour, donc on va essayer de vous évoquer un petit peu donc quelques faits par rapport à ça. Moi, la première chose que j'ai envie de voir avec vous, c'est le cas SEC et Miami. Miami n'avait pas le bilan, les stats nécessaires pour pouvoir se retrouver en finale de conférence. Miami est donc logiquement passé à la trappe parce qu'il y avait Virginia qui avait un meilleur bilan et Duke qui avait le même bilan en conférence, mais vis-à-vis des autres équipes avait un calendrier plus compliqué. Donc on se retrouve avec Duke Virginia en finale de conf. Virginia malheureusement perd cette rencontre. Duke, qui donc avait le même bilan que Miami en conférence à la base, se retrouve à être champion de conférence. À cause de ces 5 défaites, on n'a pas Duke qui est en playoff. On n'a pas Virginia en playoff. Et donc, c'est Miami qui se retrouve en playoff, n'ayant même pas été sélectionné pour jouer cette finale de conf. C'est un peu dur parce que du coup, tu as 2 équipes qui ont un match de plus. Au final, se retrouver en finale de conférence, bah, ça se retourne contre eux parce que c'est une équipe qui n'a pas été sélectionnée qui se retrouve en playoff. On va commencer par toi, Rosu. J'ai envie d'avoir ton ressenti un peu sur ce qui a pu se passer justement autour de cette conférence SEC. Ben, je pense que c'est surtout tout ça, c'est surtout à cause de Virginia qui a laissé Tout à passer fait. son opportunité. Je pense surtout notamment pour GMU, parce que si Virginia avait gagné, c'est pas dit que Miami y soit pas, mais en tout cas GMU il y serait pas, ça c'est sûr, parce qu'il y a 2 places pour des vainqueurs de conférence, hors les 3 grosses, on va dire. Et du coup, normalement, c'est plutôt pour la SEC. Et puis après, le meilleur des petites. Donc là, cette année, c'est Tulane qui se retrouve 11e. Donc je pense que voilà, c'est surtout Virginia qui crée cette situation. Après, pour le coup, moi, je trouve pas ça scandaleux spécialement d'avoir Miami à cette place-là. Mais bon, voilà, il y aura toujours des déçus. Voilà, ils tendent le playoff à 16. De toute façon, on aura la même chose avec les 17e et 18e. Pour moi, c'est un peu insoluble, donc autant faire comme ça. Je pense que au final, c'est pas trop mal la façon dont ça tombe. À la limite, on peut regretter un peu que GMU soit là. Bon, on attend de voir quand même ce qu'ils vont faire contre Oregon, mais a priori, ça a quand même l'air d'être de loin les plus faibles. Avec Tulane, mais moi je trouve ça bien qu'il y ait quand même de la place pour les petites équipes aussi, qui doivent être récompensées quand ils font une super saison. Donc j'ai pas spécialement de problème avec ça. Et voilà, je pense que quand je dis tout à l'heure, par exemple, que BYU y soit pas, je trouve que c'est dur pour eux. Que Vanderbilt y soit pas, c'est dur pour eux aussi. Que Notre-Dame y soit pas, je vais dire que c'est dur pour eux, mais vu leur réaction, c'est bien fait. C'est la suite après des discussions. Donc, Voilà. Donc voilà, que ce soit Miami qui a justement battu Notre-Dame, qui était beaucoup mieux classé que Virginia et Duke avant. Dans un sens, ça me choque pas particulièrement. Voilà. Que Duke gagne et qu'il n'y soit pas, dans un sens, ça me surprend. Mais bon, je pense que voilà, tout vient du fait que Virginia a perdu un match qui n'aurait pas dû perdre. exactement ce que j'ai envie de dire, c'est ce que du coup, je te poserai la même question, Bertrand, mais ce que je voulais noter, moi, c'est surtout dans le sens où je comprends que Miami est au final à sa place par rapport à son bilan et la saison qu'ils ont pu faire. C'est plus le fait de un peu cette incompréhension de Duke au final se retrouve là. Ok, Duke fait le taf, est champion, mais derrière n'a pas la possibilité d'accéder aux playoffs.
Je trouve ça un peu dommageable, moi, pour Duke, parce que après c'est un peu le principe. Normalement, voilà, ils sont champions de conférence, ils se retrouvent en playoff. C'est un peu pour ça que je suis déçu, et je me dis du côté Ouais, mais de c'est Duke, JMU qui est le meilleur champion de conférence, en fait. ouais, La logique est là. la logique est là, mais c'est dans le sens où je me dis que Duke, du coup, se dit, bah voilà, on a fait le taf, on est champion, et derrière, c'est quelqu'un de notre conférence qui est derrière nous qui se retrouve en playoff. Je pourrais comprendre que du côté de Duke, ce soit un petit peu dommageable pour eux. Bertrand, du coup, si tu peux me donner un peu aussi ton avis donc sur. Alors moi, je vais partir déjà d'un petit point de règlement du College Football Playoff qui est quand même assez clair, qui dit que c'est les 5 champions des conférences les mieux classés au niveau national qui obtiennent une qualification automatique. Nulle part dans le règlement du College Football Playoff, il est écrit que c'est forcément les conférences du Power 4 qui sont protégées, entre guillemets, qui sont qualifiées automatiquement. Donc, effectivement, le fait que Virginia perde, alors que c'était les mieux classés en finale de ACC, bah, ça a ouvert une brèche, hein, clairement. Ça a ouvert la brèche pour Tulane et puis pour James Madison. Tant mieux pour eux. Effectivement, Duke peut peut-être l'avoir un petit peu mauvaise parce qu'ils se sont dit, bah oui, bon, ils se sont retrouvés peut-être un peu là par hasard, mais néanmoins, ils ont quand même gagné leur finale de conférence. Bon, voilà, James Madison était mieux classé que Duke et ils sont champions de conférence aussi. Bon, après, c'est aussi sympathique de voir, voilà, peut-être des équipes qui sortent un peu de l'ordinaire, dont on parle beaucoup moins. Et clairement, à James Madison, je ne pense pas qu'on en ait parlé ou très peu sur nos podcasts depuis le début de l'année. Voilà, Virginia, ils ont raté le coche de faire quelque chose de correct. Moi, ça me choque pas non plus de voir Miami. Là, je pense qu'on est tous les trois assez raccords. Ils ont fait une saison plus qu'acceptable, bon, avec 2 petites défaites. Vraiment, voilà, c'est ce que, enfin, ça arrive maintenant dans le college football. On sait que tout va très vite et que c'est assez rare d'avoir des saisons parfaites. Indiana l'a fait, voilà, c'est bien, mais ça reste de plus en plus rare. Après, effectivement, est-ce qu'ils sont assez armés pour aller chatouiller Oregon? Je l'espère secrètement parce que je pense que ça serait sympathique pour tout le monde. Mais voilà, moi ça me choque pas que Duke ne soit pas pris à la faveur de Miami, ça me choque pas pour la peine. Et en ce qui concerne justement toute cette chaîne de dominos un petit peu, si Miami ils y sont, c'est aussi parce que je pense que politiquement c'était impossible de ne pas avoir une équipe de la ACC dans le playoff. Donc je pense que le critère ultime en fait il est là. C'est voilà, c'est la politique et les gros sous. Il fallait au moins une ACC. Ah oui, c'est sûr. Et du coup, c'est un peu comme ça que Miami prend la dernière place aux dépens d'autres, justement, qui, choisissant la voie facile de ne pas avoir de conférence, se retrouvent pénalisés. Exactement. Et c'est une très belle transition. Donc vous l'avez compris, Miami est comme une équipe qui mérite sa place en playoff. On a juste essayé de vous détailler un petit peu comment ça a pu se passer. On va essayer de faire 2-3 minutes là sur une dernière équipe avant de passer à cette dernière partie. C'est du coup, vous l'avez compris, dans les équipes que j'ai citées, c'est Notre-Dame qui est aussi une des équipes qui est grand perdante de ces rebondissements au vu des finales de conférence. Après, j'ai envie de dire, on l'avait énoncé, on s'en doutait un peu. Ils avaient perdu les 2 seuls gros matchs qu'ils avaient à jouer. Ils étaient annoncés en play-off. On disait, bon, c'est vrai qu'après, le niveau de jeu était quand même revenu à un sacré niveau. Donc, on se disait, c'est une équipe qui mérite sa place. Mais bon, malheureusement, c'est une équipe qui saute. Vas-y, Rosu, si tu veux faire deux petites minutes là sur Notre-Dame, je veux bien ton avis là-dessus. Écoute, on avait dit en tout début d'année que c'était mort pour eux après les 2 premières défaites. Finalement, ils sont quand même arrivés à être dans la discussion. Donc, dans un sens, c'est déjà beau. Après, comme je l'ai dit, moi, je pense que c'est surtout le fait que Virginia et Fumble qui font qu'ils sont obligés de faire passer Miami et devant. Donc, dans un sens, je peux comprendre leur frustration, mais je peux aussi tout à fait comprendre qu'ils soient dehors au profit de Miami, ne serait-ce que parce que Miami les a battus. Pas de beaucoup, tout à fait. Voilà, le 1 contre 1, de toute façon, il est clair.
Ils ont aussi perdu contre Texas A&M, qui est 7e dans ce playoff. Les deux équipes qui vont se rencontrer d'ailleurs au premier tour, Miami et Texas A&M. Donc voilà on a dit que leur calendrier il était un peu bidon aussi à Notre-Dame, donc c'est facile de dire je fais un bon retour, mais c'est normal quand ils jouent contre des pimpins, c'est plus facile aussi. Donc voilà, moi je trouve ça un peu scandaleux que voilà qu'ils soient même limite autorisés à participer en n'étant pas dans une conférence. Je pense que ça devrait être le cas parce qu'ils peuvent pas avoir un calendrier comme le leur et prétendre derrière en mettant regardez j'ai battu ci et ça. Donc voilà, et puis pour Notre-Dame, je pense qu'il faut vraiment qu'ils rejoignent une conférence parce que par exemple la SEC passe à 9 équipes. Il y a des équipes qui avaient parfois un gros match hors conférence. Par exemple, on a vu cette année Texas Ohio State. Enfin, d'autres équipes SEC qui ont des gros matchs en conférence. South Carolina qui a Clemson tous les ans. Donc derrière, ça fait qu'il reste que 2 matchs. Les gens vont pas se battre pour affronter Notre-Dame pour le dernier match. Clair, Donc je pense que pour Notre-Dame, pour trouver des gros matchs, ça va commencer à être costaud. Et par exemple, Miami, il devait rencontrer South Carolina sur une série sur les prochaines années. Et finalement, cette série a été annulée au vu de la façon dont est foutu le playoff avec au final beaucoup d'importance mis au bilan victoire-défaite par rapport à qui vous avez joué. Donc voilà, je pense en SEC, par exemple, il n'y a aucun intérêt à aller chercher une équipe comme Notre-Dame. Big Ten, ça va être la même chose. Pourquoi ils iront s'embêter à jouer Notre-Dame alors qu'ils ont déjà potentiellement un Ohio State, un Michigan, un Indiana à rencontrer. Donc je pense que ça va devenir très difficile pour Notre-Dame de se valoriser. De se valoriser, parce que ça fait quand même partie des problèmes cette année. On l'a dit, ils avaient que 2 gros matchs et ils les ont perdus. Donc voilà, dans un sens, ça ne me choque pas qu'ils n'y soient pas. Par contre, j'entends dire que, soi-disant, ils auraient une clause pour les prochains playoffs, comme quoi, s'ils étaient dans le top 12, ils devaient avoir une place. Voilà, ils ont négocié ça. Il faut savoir que Notre-Dame, ils ont un gros contrat avec NBC qui diffuse tous leurs matchs. NBC, c'est une grosse chaîne américaine. Alors que dans toutes les autres équipes, plus ou moins, c'est la conférence qui a un contrat avec une chaîne de télé. Ouais. Donc, par exemple, on sait que la SEC, ils ont un contrat avec ESPN. C'est pour ça que tout le monde dit qu'ils sont accusés d'être un peu poussés, justement, parce qu'ils sont sur ESPN. Mais voilà, Notre-Dame, ils ont leur propre accord. C'est pour ça qu'ils sont indépendants aussi. C'est une histoire de pognon à la base. Mais bon, voilà, peut-être que ça va leur coûter cher. En tout cas, cette année, ça leur coûte cher. Et pour les autres années, j'espère que ça leur coûtera encore plus cher. D'autant que la réaction derrière de Notre-Dame, elle est absolument scandaleuse. En refusant d'aller à un bowl après, etc. Vraiment une réaction moche pour le football. Et voilà, si ça tenait qu'à moi, il serait exclu pour les prochaines années de toute participation en play-off. Surtout que comme tu l'as très bien dit, je pense que c'est assez clair à ce niveau-là, c'est que c'est une réaction un peu incompréhensible parce que, entre guillemets, on va dire que les deux équipes qui se disputaient du coup cette 10e place, on va dire cette dernière place en play-off, c'était Miami et Notre-Dame. Tu l'as dit clairement, alors ouais, ok, peut-être le fait qu'il fallait mettre une équipe SEC, etc. Mais Miami a battu Notre-Dame. Donc pour moi, on s'arrête là en fait. Les deux équipes ils ont le même bilan, c'est une des deux qui doit passer, il y a une qui a battu l'autre, si tu mets Miami, basta. Donc, c'est écrit dans le règlement en plus, clairement. Voilà, c'est tout à fait logique que Notre-Dame passe à la trappe et que Miami soit qualifié à leur place. Justement, Bertrand, si tu veux ajouter quelque chose sur Notre-Dame rapidement, vas-y. Oui, alors du coup, moi, j'ai commencé à avoir un peu de sympathie pour eux parce qu'effectivement, 10-2, on se dit, voilà, ils commencent à pleurer. C'est vrai qu'ils perdent contre Miami, contre Texas A&M en début de saison. On sait que les débuts de saison, c'est toujours un peu compliqué. Bon, il y a un moment, ils veulent pas jouer avec les règles non plus, pas être en conférence. Ça a des conséquences. Je crois que le comité de football playoff a envoyé un message clair. Aller dans une conférence, moi je suis entièrement d'accord avec Rezu. Vous pouvez pas vouloir jouer en dehors des règles, avoir juste des règles pour vous
et en même temps, quand il y a un retour de bâton, faire les ouin-ouin et puis dire ah bah non, du coup on joue plus, on préfère être tout seul dans notre coin. Et enfin, c'est quand ça les arrange, quoi. Et Exactement. il y a un moment, et pourtant. Notre-Dame, voilà, c'est une équipe historique, avec un très gros aura. Enfin, moi, je les aime bien, hein, historiquement, c'est une belle équipe. Mais là, la réaction m'a plus que déçu. Je partage avec Rosu, enfin, c'est proprement scandaleux de réagir comme ça. Ça fait un peu enfant gâté, hein, clairement. On veut pas jouer avec les règles, on veut notre propre règlement, on veut gérer notre calendrier et taper que des équipes. Très En accessible carton. pour voilà, très accessible pour eux. Du coup, on va forcément être dans les 12 premiers parce qu'on va finir toujours à 10-2, 11-1 ou 12-0. Et du coup, on veut toujours notre place parce que c'est comme ça. Il y a un moment, arrêtez, allez vous taper aussi des grosses équipes dans la saison, allez en Big Ten parce que c'est voilà, géographiquement à la limite ça serait le plus proche. Ouais. Allez jouer en Big Ten. Il faut savoir qu'ils sont affiliés à la ACC dans les autres sports. Oui, c'est ça. Voilà. Alors après, ils font ce qu'ils veulent, mais mettez-vous dans une conférence, allez taper régulièrement tout le temps les mêmes équipes comme font les autres. Allez vous frotter aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'en faisant ça, mais bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils le font pas, parce que je suis à peu près sûr qu'ils sont pas 6 sur 2 en allant dans une conférence d'avoir les mêmes bilans, même si ça joue bien. Hein, voilà, mais je suis pas sûr que. Voilà. Après, ils gagneraient moins d'argent. Je suis d'accord. On est d'accord qu'il faut toujours suivre là Il y où a il y a ça aussi, l'argent. ouais. Mais il y a un moment, vous pouvez pas vouloir rester en dehors des règles du jeu et puis vous plaindre quand les règles du jeu vous reviennent un peu à la figure, quoi. Et je Donc, pense que ouais, et non seulement donc là ils sont pas qualifiés en playoff, mais à la limite ça aurait pu leur attirer un capital sympathie c'est ça. pour le reste du monde du football. Ils se sont fait un peu gruger, bon, comme d'autres tous les ans, hein, mais bon. Alors que là, je pense que leur image elle a pris un Ah, énorme coup. beaucoup, ouais. D'autant qu'en plus ça vient couiner partout à se plaindre justement que Ah, la ICC c'est a fait le insupportable. buzz pour mettre son équipe. Donc là, pour le coup, je pense qu'en termes d'image, ils ont perdu très très loin Notre-Dame. Et puis je trouve qu'ils se trompent de cible parce que c'est pas vraiment Miami qui aurait fallu descendre, mais clairement il fallait sortir Bama, moi à mon sens. Qui est là avec 3 défaites, dont une défaite en finale. Alors certes, c'est une finale, machin et compagnie, on est d'accord, Ils sont mais fait quand même désosser, une quand même. défaite, ils se sont fait Bah, éclater la tronche, même hein, il n'y contre a pas Oklahoma, d'autre les deux mot. rencontres, elles sont pas Voilà. belles. Hein. Voilà, les rencontres sont pas belles. Ils sont à 3 défaites. C'est la première fois que dans les playoffs, il y a une équipe à 3 défaites. Vous trompez pas de cible, quoi. Enfin, attaquez plutôt le fait que Bama soit là et qu'il soit sauvé clairement parce que c'est Bama et que il y a plein de choses derrière qui se jouent et que ça ramène du pognon, ça ramène des téléspectateurs, ça ramène plein de choses. Notre-Dame, du coup, aurait pu faire valoir ça. Ouais, là, je pense qu'ils se sont mis quasiment tout le monde à dos en une décision merdique, alors qu'ils auraient pu effectivement, je pense, avoir un capital sympathie pour l'année prochaine si la situation s'était reposée dans les mêmes conditions, où là, clairement, ça aurait pu pencher. Mais là, voilà, ils font les enfants pourri gâtés, et ben, pour l'année prochaine, s'ils sont dans la même situation, clairement, si j'étais le comité, c'est les premiers que je sors, ils ont qu'à jouer un petit peu avec les règles du jeu, quoi. Puis s'ils étaient champions, comme ça, ils seraient qualifiés et puis point final. Hein. Et on n'en parle Aussi, plus, voilà. effectivement. On verra en tout cas comment ça avance à ce niveau-là, mais on sait que dans les années à venir, il y aura très grosse discussion autour de Notre-Dame à régler pour essayer d'arranger un peu les choses à ce niveau-là. Bon, je pense qu'on a été assez clair sur les 2 premières parties. On va pouvoir attaquer notre dernière partie avec, donc, vous l'avez compris, donc les 4 matchs de ce premier tour. Donc pour rappel, hein, au cas où, donc c'est Indiana qui finit premier, Ohio State deuxième, Georgia troisième et Texas Tech quatrième qui sont du coup exempts et qui ne joueront pas ce premier tour. On va commencer donc dans l'ordre chronologique des rencontres. Et ce premier match, donc c'est le 12e James Madison qui se retrouvent en playoff, qui sont du coup champions de leur conférence, la Sun Belt, en ayant battu Troy 31-14, se retrouve là face au 5e du championnat, donc Oregon, qui est avec un bilan de 11 victoires et 1 défaite. Donc ils ont à peu près le même bilan, sauf que James Madison a gagné en plus la finale de conf.
A priori, au vu des bookmakers et puis un peu des armes de chaque côté, Oregon est quand même favori dans ce match. La rencontre se joue évidemment là-bas. Notre ami, c'est Dante Moore, il me semble le prénom, c'est Dante qui fait une saison plutôt correcte. On l'avait même à un moment évoqué un peu au niveau du Iceman, je suis pas trop d'accord avec ça, mais il fait quand même une saison plutôt correcte. Je pense qu'Oregon, que ce soit offensivement et défensivement, sont quand même mieux armés que JMU, mais on sait que ça ne veut rien dire dans le college football. Du coup, je vais commencer par toi, Bertrand. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Alors, objectivement, hein, clairement, comme les bookmakers, hein, clairement, c'est une boucherie qui a annoncé. Hein. Enfin voilà, c'est James Madison. Ça, voilà, ils ont fait le pas en Division 1 que quoi, 2-3 ans de mémoire. Ils sont arrivés de FCS, FBS il y a 2-3 ans de mémoire. Donc c'est clairement une super belle histoire hein, pour eux. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ils accèdent déjà aux playoffs. C'est quand même assez incroyable. La difficulté, c'est d'aller jouer chez les Ducks. C'est quand même, ils ont quand même, enfin voilà, c'est les Ducks, ça reste du costaud, ça reste, voilà, il y a le head coach Lanning, il est quand même, enfin il est pas, voilà, il est pas là depuis, enfin voilà, c'est pas le nez de la dernière pluie. Je pense qu'il est en train de préparer son équipe à faire attention parce que c'est un match piège. Hein, c'est typiquement le match piège pour eux en se disant ils pourraient avoir un espèce d'ego comme ça en disant bah c'est bon, c'est les petits poussés entre guillemets de la coupe. On va leur marcher dessus et puis d'avoir un excès de confiance. Après, est-ce que James Madison a vraiment toutes les opportunités, enfin est vraiment armé comme il faut pour aller titiller les Ducks? J'ai envie d'y croire, même si ça serait plutôt un doux rêve parce que vous me connaissez et que tout ce qui est un peu rocambolesque et un petit peu romantique comme ça, on va le dire, dans le football, ça me fait plaisir et que j'aime bien. Et puis voilà, ça serait rigolo, ça mettrait un petit peu de piment. Ouais, j'ai quand même j'ai envie d'y croire, même si au fond de moi, je sais qu'objectivement, ça risque d'être compliqué pour James Madison. Et la montagne qui s'annonce devant eux va être quand même assez difficile à bouger quand même. Tout à fait. Rosu, même question. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Tu vois Jimmy gagner du coup? Bah oui, c'est une rencontre de Coupe de France avec une équipe de nationale qui se retrouve face à une grosse équipe. Déjà qui se retrouve face à une équipe de Power 4, de façon générale, c'est déjà compliqué. En plus, Oregon, voilà, en termes de recrutement, c'est deux équipes qui jouent pas dans la même cour, Tout à fait. clairement. Donc, quelques bons petits joueurs à James Madison, donc qui ont fait leur saison quand même. Moi, dans le sens, je suis content qu'ils soient là et qu'ils aient l'opportunité. En plus, d'aller jouer à Oregon pour ces joueurs-là, bah, franchement, c'est quand même beau. Donc voilà, à eux de prouver qu'ils méritaient effectivement leur place. Voilà, moi, je suis un peu déçu en fait de leur finale de conférence contre Troy où franchement ils ont lutté alors qu'on les attendait vainqueurs facilement. Donc c'est plutôt ça qui m'inquiète. Ils auraient mis une dérouillée à Troy en finale. Je me dirais, bon, on sera mal entendu, on ne sait jamais. Mais voilà, ce dernier match sûr. voilà, me fait un peu peur pour eux. Donc, en tout cas, voilà, j'espère qu'ils résisteront un peu de temps quand même pour que ce soit rigolo. Et puis voilà, on verra bien. Par contre, si Oregon perd ce match, alors là, c'est frisette, comme on dit, c'est frisette. si le numéro 5 perd contre James Madison à domicile, alors là, c'est plus un séisme qu'on va avoir. je pense que notre ami Dan Lanning, qui est un coach dans le vent, etc., il va entendre parler du pays. C'est ça. Bon, je pense que là, ça n'arrivera pas de toute façon, mais bon. Et puis en plus, à noter aussi que c'est les derniers matchs du head coach de James Madison, Bob Cheney, qui part pour UCLA, prendre les rênes de UCLA à la fin de la saison. Donc ça peut être aussi pour les joueurs une motivation en plus pour lui offrir un dernier barreau d'honneur et puis d'aller titiller des gros. Après, est-ce qu'ils ont les moyens
Bon, c'est Ouais. une autre question, mais si ça arrive, ça serait quand même formidable. Puis contrairement à la Coupe de France, voilà, il suffit pas de mettre le but, c'est d'avoir un contre Non, c'est ça. chanceux à la 90e. Ah ouais, on est Là, en sur autre foot chose. américain, tu peux pas te cacher comme ça. Donc, Ou alors, il faut qu'il fasse rentrer 22 joueurs en défense, mais ça risque de se voir, quoi. c'est jamais, tu commences avec 3 fumbles d'entrée de match à Oregon. C'est vrai. Ah, ça peut arriver, hein, c'est clair. Le momentum. Un petit QB qui se Ouais, mais blesse. comme on l'a dit, hein, si le momentum tourne mal au début de match, Oregon derrière, pression, hein, parce que là, tu Ouais. peux pas te. Tu Ah peux ouais, pas chez perdre, toi. hein. Et c'est là que ça bégaye un peu. Pour petit rappel, donc ce sera pas ce premier tour des playoffs ne sera pas ce week-end-ci, ce sera le week-end prochain. Et donc James Madison, ce sera le match le 21 décembre à 1h30. Pas sûr de chez nous qu'il y ait grand monde qui se lève pour regarder ce match en direct. Rosu, ce serait peut-être un peu plus cool pour toi. En plus, je pense que c'est le seul match qui aura le 21. Alors toi, par contre, ce sera peut-être le 20 du coup, le match, à mon avis. C'est le 20, nous, c'est le 20 au soir. Au soir. Ouais, voilà. Donc, Surtout qu'on aurait eu tous les autres avant. Donc, exactement. Tous les 2 matchs avant, ça va faire un peu trop. Bah, justement. on pourra peut-être aller se coucher de bonne heure à la mi-temps, Marc. oui, s'il y a 50-0 à l'habitant, je pense va te coucher. Il n'y a plus besoin de. Je vois mal James Madison inverser la tendance, clairement. On sait jamais, bon, pas sûr, c'est clair. Prochaine rencontre, donc numéro 2, qui risque d'être un peu plus serré que cette première rencontre, c'est le duel de SEC entre Alabama et Oklahoma. Donc c'est le 8e contre le 9e. Ça, pour le coup, c'est le vendredi soir avant. Oui. Ouais, parce que du coup, en prime time ici. En fait, c'est ce qu'ils ont mis dans l'ordre où James Madison est la première rencontre parce qu'ils affrontent du coup le 4e Texas Tech. Et ensuite, ils descendent. Là, ce match-là, par exemple, Alabama-Oklahoma, ça affronte Indiana. Donc, j'ai pris dans cet ordre-là, mais c'est pas dans l'ordre chronologique des matchs. Et donc, ce match-là, chez nous, il sera le 20 décembre à 2h du matin. 2h du matin. Voilà. Donc, ces deux équipes qui avaient à peu près qu'ils avaient le même bilan, donc de 10 victoires, 2 défaites, sauf qu'Alabama a perdu en finale de conf, donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent avec une 3e défaite. Pour moi, ça reste deux équipes avec le même bilan, parce que la finale de conf, je la compte pas vraiment là-dedans. Ces deux équipes qui se sont déjà affrontées, et justement, Alabama avait fait un peu un non-match, surtout offensivement. Je les avais trouvés justement en manque de créativité, ils avaient beaucoup du mal à trouver de solutions. Un peu pareil que le match face à Georgia. On sait qu'Oklahoma, c'est aussi une très grosse défense, ils ont une très grosse D-line, ça met une grosse pression aussi sur l'équipe adverse. Ce match se jouera donc à Oklahoma qui finit 8e. Pour le coup, mini avantage de la part des bookmakers pour Alabama, qui est à l'extérieur. Je trouve ça un peu étrange. Moi, justement, j'aurais envie de dire que le mini-avantage irait plutôt à Oklahoma qui en plus est à domicile. On va commencer du coup par toi, Bertrand. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce remake de Alabama-Oklahoma? Alors, comme souvent les statistiques le disent, quand il y a une équipe qui gagne pendant la saison régulière, elle perd quand c'est le match important. Donc, J'espère. Je pense que c'est ce qui donne un peu l'avantage à Alabama. Qui aurait même suivi la règle en finale de conférence. Exactement. Voilà, exactement. Donc après voilà, Bama, moi je sais pas, c'est une équipe un peu. Enfin, le premier mot qui me vient, c'est un peu épouvantail, quoi. Parce qu'en fait, ils sont capables de tout, comme ils sont capables de rien. C'est-à-dire que c'est l'équipe, tu as l'impression qu'ils sont capables d'aller battre Georgia à domicile, alors que clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est la plus grosse équipe de l'année. Et puis après, ils arrivent à se bananer contre on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop comment, à se prendre une pile face à Georgia en finale de conférence. Bref, ils soufflent le chaud et le froid comme ça du jour au lendemain. Alors c'est un peu compliqué. Les Sooners, ils sont là, moi, clairement grâce à leur défense. Ils ont réussi à redresser un peu la barre. Alors même si du coup, ils ont quand même 2 défaites que je trouve un peu vilaines face à Texas. Alors merci pour nous. Et face à Ole Miss, c'est des défaites que je trouve un peu vilaines pour la peine, qui font quand même une belle tâche au tableau. Je les ai trouvés un peu poussifs vers la fin de l'année. C'est compliqué. Oui, ils respirent pas la sérénité. Et ça pour moi, ce match-là, il est ouvert à 200%. Ça peut jouer tellement sur des détails et tellement sur plein de petites choses que
je serais incapable de vous dire qui va gagner ce match-là. Je pense que c'est un match à 2h du matin que je vais regarder malgré mon aversion pour les Sooners parce qu'on ne peut pas dire que je les porte dans mon cœur. Mais effectivement, le match est tellement indécis que ça peut être soit un match très serré et on va voir un super match, soit ça va un match complètement débridé d'un côté comme de l'autre, et il y a une des deux équipes qui va se faire complètement éclater. Et, enfin voilà, les trois scénarios sont sur la table et je serais incapable d'en choisir un. S'il fallait en choisir un seul, ça serait contre les Sooners parce que je ne les suis pas beaucoup, bien évidemment. Mais néanmoins, comme j'imagine que Bama, comme j'ai dit tout à l'heure, a pas vraiment, à mon sens, n'a pas vraiment sa place là, et c'est la seule équipe avec 3 défaites. La logique voudrait qu'il passe pas le premier tour parce qu'à mon sens, il ne devrait pas être tout à fait là. Donc, voilà. Ça reste en tout cas d'être un match spectaculaire quoi qu'il arrive, comme tu as pu le dire. Justement, toi, Rosu, qu'est-ce que tu penses de ce duel d'équipe de SEC? Bah, tout pareil que Bertrand, une fois n'est pas coutume. Je vais faire des croix sur mon calendrier. Match complètement imprévisible. Oklahoma qui aura eu quand même du repos en plus, d'autant que Alabama s'est fait bien découper comme il fallait face aux monstres de Georgia. Donc peut-être que d'un point de vue santé, ce sera mieux pour Oklahoma. Voilà, sachant qu'on a vu dans le passé que c'était pas forcément automatique. Le fait de jouer à domicile, c'est quand même un avantage, en plus un match de nuit. Donc voilà, et puis voilà, comme Bertrand disait, moi c'est clair que je préférerais qu'Oklahoma gagne pour évacuer le sujet de la qualification de Bama. Faudra voir du coup, est-ce que Jem Miller, j'ai pas vu l'info si jamais il était dispo pour cette rencontre ou pas. Parce que je pense que ça va quand même faire une belle différence, parce qu'on l'a vu que niveau choix et possibilités offensives, c'était quand même assez compliqué. Après, c'était face à Georgia, mais si en plus de ça, t'as pas ton run numéro 1 et que tu prends une grosse pression de la part du QB et que tu peux pas t'appuyer sur ton jeu de course. On a dit aussi quand même que une grosse force d'Oklahoma, c'était sa D-line aussi. Justement, donc c'est ça le problème. Ça risque d'être compliqué en tout cas. On n'a pas d'infos pour le moment pour James Miller. Voilà, il est toujours en questionable, mais il y a pas, il n'y a pas d'information officielle encore sur sa participation. Une petite picouse pour cheval et puis ce sera réglé. C'est ça. Comme d'hab, Okone. La medical tent va pouvoir marcher à 200% pour ce match-là. Voilà, donc vous l'avez bien compris, cette rencontre risque d'être l'une des plus serrées, peut-être, je pense. Pour moi, je pense que c'est la plus serrée en tout cas. Bon, on verra. L'avant-dernière, du coup, c'est donc le 11e Tulane, donc, qui est champion de la conférence américaine, face à Ole Miss, qui se retrouve 6e, qui fait une saison assez correcte avec un bilan de 11 victoires pour une défaite. Évidemment, donc on est à Ole Miss, l'équipe est tout de même favorite, j'ai envie de dire logiquement et largement dans cette rencontre. On avait vu l'éclosion du jeune Chamblis, le QB, qui fait quand même une saison très très propre. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. Je me souviens plus de quelle université il venait déjà. C'était où? Fresno State, non? Je sais plus. Non, c'était un truc de deuxième division. Deuxième division, ouais. Au bataillon. Ouais. Je me souvenais plus, mais voilà, c'est la belle histoire que Bertrand adore, en tout cas. Ce genre de QB comme ça qui vient un peu nulle part et qui se relève, avec une nouvelle fois une très belle variété entre le jeu de course, la scie et les receveurs. Bon, il finit quand même à plus de 3 milliards, hein, le petit Chamblis, là, avec 18 TD, 3 interceptions, c'est quand même assez propre. J'ai pas grand-chose à ajouter sur cette rencontre, même si Tulane a des armes quand même, va pouvoir prouver certaines choses. Bon, en tout cas, je les ai vus, comme je vous l'ai dit, en vrai, ils m'ont vraiment pas impressionné, donc je pense qu'Ole Miss va quand même gagner cette rencontre assez facilement. On va commencer du coup par toi, Rosu. Qu'est-ce que tu penses de ce match entre Ole Miss et Tulane? Un match intéressant, mais pour des raisons un petit peu différentes. Ole Miss, en fait, l'interrogation, c'est surtout sur le fait de comment ils gèrent l'après Lane Kiffin. Il y a ça aussi, j'ai pas précisé, ouais. Parce que s'il y avait Lane Kiffin, je pense qu'il y avait pas match. Là, on verra comment les joueurs vont réagir. Moi, je trouve que c'est pas impossible que les joueurs, justement,
sont un peu surmotivés, contrairement à ce qu'on peut croire en disant qu'ils Je suis d'accord. voilà, qu'ils se sentent abandonnés. Moi, je pense qu'ils ont envie de prouver qu'ils savent faire le taf. L'offensive coordinator qui a rejoint Lane Kiffin à LSU, apparemment, il a eu la disponibilité pour s'occuper de l'attaque d'Ole Miss pour les playoffs. C'est une bonne nouvelle, ça. Donc pour moi, je pense qu'au final, ça change pas trop grand-chose pour Ole Miss, qui garde aussi leur defensive coordinator. Donc moi, voilà, je serais tenté de dire que j'attends une grosse performance d'Ole Miss. Pareil. Et si par contre c'est pas le cas, voilà, je pense que Tulane, ça peut être une équipe qui peut quand même les embêter. Donc avoir match plaisant en tout cas à regarder. Voilà, Tulane, le petit poussé qui a rien à perdre, donc à voir. Mais j'attends. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir quelle est la réaction des joueurs d'Ole Miss, et je pense qu'il y aura des réactions Faut pas oublier quand même liées au changement de coach. Que pour beaucoup, il y en a quand même qui sont seniors, c'est peut-être entre guillemets leur dernière chance. On sait en plus comme c'est quand même compliqué d'accéder aux playoffs quand tu es en SEC quand même, qui a un calendrier compliqué, ils se retrouvent en playoff. Pour beaucoup, ils sont seniors. Comme tu l'as dit, celui qui appelait les jeux, c'était le coordinateur offensif, il est toujours là. Le coordinateur défensif de l'autre côté, il est toujours là. Donc en soi, tu perds ton coach, bon bah peut-être pour ce côté un peu motivation et tout, mais le fait qu'il se barre, qu'il entre guillemets laisse un peu tomber, est-ce que ça peut pas être un regain de confiance et justement de montrer un peu, bah voilà, nous on l'a perdu, pas de souci, on est des guerriers, on est là et on verra ce que ça va donner. Bertrand, du coup, qu'est-ce que tu penses toi t'es un peu raccord avec nous ou tu vois Tulane? Non, clairement, je pense qu'il va falloir vraiment qu'on fasse des croix sur le calendrier aujourd'hui. Je pense qu'on n'a jamais été autant d'accord sur ce qu'on a à On dire. arrive sur la fin, donc là Voilà, c'est peut-être pour ça, on se connaît bien, force, peut-être c'est pour ça. Effectivement, moi, c'est l'état psychologique de Ole Miss qui me questionne. Alors, effectivement, c'est soit ça s'effondre, soit il y a une réaction d'orgueil. Voilà. Pour rappel, ils les ont quand même battus en saison. Enfin, ils ont battu Tulane 45-10. C'était quand même, c'était un match à sens unique. Donc, même si Tulane a progressé, à mon sens, durant la saison, Ole Miss est clairement offensivement, défensivement supérieur à l'équipe de Tulane. Voilà, l'étape psychologique, qui est une incertitude, mais je pense que dès le début du match, on va vite avoir les infos dont on a besoin. Soit c'est un départ en trombe, parce que je pense que Ole Miss va mettre le paquet pour montrer justement que le départ de Lane Kiffin, ça va pas changer grand chose, en tout cas pour les joueurs. Soit ça va être tout l'inverse, et puis du coup ça va bégayer, ça va être compliqué, et là Tulane aura clairement une carte à jouer pour aller jouer les troubles faits et aller titiller Ole Miss. Sans ça, je vois pas comment Tulane peut s'en sortir, clairement. Je pense qu'on est en raccord là-dessus. On va du coup vous évoquer donc cette dernière rencontre du premier tour. Un match qui risque d'être plutôt intéressant et une nouvelle fois encore une revanche pour une des équipes parce que donc c'est Miami qui finit donc 10e qui affronte Texas A&M qui finit 7e qui se sont affrontés donc déjà cette saison et Texas A&M avait gagné en début d'année, en début de saison. Texas A&M qui chute un peu, qui finit 7e, surtout à cause de leur défaite face à Texas en dernière week. Le match du coup sera au Texas évidemment à College Station. J'ai pas envie on va revenir brièvement sur un peu les forces des équipes, mais on sait qu'on aura quand même un beau duel de QB dans ce match. Carson Beck qui fait quand même une bonne saison. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont à peu près les mêmes stats. Au niveau de la passe, j'ai envie de dire pour le moment, parce qu'ils sont tous les deux à 3 milliards du côté de Beck, 2009 du côté de Reed, mais ils sont tous les deux à 25 TD et 10 interceptions. On sait que c'est deux QB qui font une très belle saison, qu'ils arrivent à gérer leurs équipes. Ils ont également un peu les mêmes forces offensives, parce qu'ils ont tous les deux un très bon receveur avec Ruben Owen 2 du côté des Aggies et Fletcher Jr. du côté de Miami, avec également de très bons receveurs. On a vu Conception monter de match en match, et je le trouve de plus en plus impressionnant. En tout cas, ce joueur m'impressionne à ce niveau-là. Évidemment, donc là, pour le coup, Texas et A&M est légèrement favorite, parce je pense qu'ils sont chez eux et puis qu'ils ont déjà pu battre Miami.
Est-ce que donc du coup, on va voir le fameux retournement de situation de Bertrand? Quand tu as perdu le premier, tu gagnes le deuxième. Et ben, je vais te demander directement, Bertrand, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Alors, je ne crois pas qu'ils se soient rencontrés en début de saison, hein, pour la peine, Miami et C'était pas Texas. Miami, Texas AM? Non, c'était avec Notre-Dame qui se sont rencontrés, Miami et Notre-Dame, dont on a Ah parlé. ouais, exact. Donc, on va pas pouvoir sortir Donc, moi, cette ça stat marche du pas. coup pour la peine. Merde. Non, là, je crois que ce qui va jouer surtout, c'est au niveau de la défense. Et les Hadjis, hein, pour moi, ils ont une belle défense, une des meilleures défenses du pays. Enfin, ils se C'est targuent clair. de le dire assez régulièrement. Une defensive line qui est quand même très très costaud. Je crois que la différence, elle va se faire là. En tout cas, pour Miami, ça va effectivement que leur O-line puisse contrôler leur front défensif, qui va pas être une masse à faire. S'ils y arrivent, ils ont des cartes à jouer parce que Carson Beck derrière, effectivement, il a des choses à prouver. Miami, je pense qu'ils ont à cœur de prouver qu'ils n'ont pas été repêchés pour rien, entre guillemets, à la place de Notre-Dame et que du coup, ils vont être un petit peu revanchards par rapport à ça. Voilà, je pense que AM va quand même sortir vainqueur, notamment parce que Marcel Reed, il fait quand même une sacrée saison aussi pour la peine. Même s'il a eu quelques matchs où il est passé un peu. Enfin, il y a eu un match où il est passé à travers, c'était contre Texas, du coup, mais voilà, c'est un match de rivalité, c'est toujours un petit peu différent. Bon, après AM, il nous inquiète. Hein. Enfin voilà, je pense que Rosu va le dire. Hein. Le match contre South Carolina, C'est chaud, hein. c'était pas la sérénité. Ils ont réussi à inverser la tendance, donc c'est quand même qu'ils font preuve d'une certaine résilience, hein, clairement, et puis un certain sang-froid. Ils sont passés à côté de la catastrophe, hein, clairement, parce que s'ils avaient perdu contre South Carolina et contre Texas, je ne sais pas si du coup ils seraient au même niveau et en tout cas qualifiés en playoff aujourd'hui. C'est un match ouvert. S'ils arrivent à pas se trouer comme ils ont pu faire contre South Carolina et contre Texas, ce qui est visiblement un peu la tendance de cette fin de saison, ils ont les cartes en main pour y aller. Encore faut-il qu'ils soient sérieux et disciplinés. À domicile, normalement, ça devrait l'être un peu plus. Mais la saison, leur dernier match, je pense, a semé un peu le doute et a créé pas forcément un état psychologique des plus sereins pour préparer ce premier tour de TF pour les Aggies. Grosse ambiance, hein, quand même, College Station, ça risque de jouer aussi, hein, dans cette rencontre. Du coup, je t'envoie la balle, Rosu, ton avis sur cette rencontre. Ouais, grosse ambiance, mais enfin, c'est un match qui est à midi. Enfin, du coup, il sera 11h du matin au Texas. Donc, bon, c'est moins ouf pour l'ambiance quand même. Même si ce sera quand même blindé, etc. Deux équipes qui sont un peu les plus imprévisibles, je dirais, de ces playoffs, capables du meilleur comme du moins bon. Voilà, ce sera vraiment en fonction de comment le match se déroule. Pour le coup, j'ai vraiment aucune idée de qui pourrait s'imposer. En tant que SEC supporter, on va dire, je préfère que Texas A&M fasse le taf. Mais bon, en fait, moi, j'ai surtout envie que celui qui gagne, il batte Ohio State derrière. On est d'accord que ça faut le plus voilà, je armé pense que face à Ohio State. des équipes imprévisibles. Les deux elles peuvent passer au travers. Les deux elles peuvent être super balèzes. Donc voilà, super match. Franchement, dommage que ce soit le match de midi. Enfin, tant mieux pour nous, ceux qui ça sont nous en arrange, France, mais pour moi, c'est vraiment dommage. Donc du coup, le match sera à 18h, hein, chez nous le samedi, donc autant vous dire que c'est un horaire très intéressant pour voir ce genre de rencontre. Et justement, pour clôturer là-dessus, encore une fois, très belle post D de la part de Rosu. Mais donc je vais recommencer par l'Euro. Donc le gagnant entre James Madison et Oregon affrontera donc Texas Tech pour les quarts de finale. Donc juste du même côté, donc ce sera le gagnant d'Alabama-Oklahoma qui affrontera Indiana donc en quart de finale.
Donc une de Intéressant ces ça. voilà, donc une de ces 4 équipes, donc enfin de ces 4 équipes-là en quart de finale jouera du coup en demi-finale l'un contre l'autre. Et donc de l'autre côté, on a Tulane face à Ole Miss qui affrontera donc du coup Georgia, qui eux pour le coup vont avoir du courage de se taper Georgia derrière une Tout est bagarre. dit, Georgia est de ce côté-là, donc Voilà. je pense que Et ensuite, les donc, jeux on sont aura, faits. donc, comme tu viens de le dire, donc le gagnant entre Miami et Texas A&M, donc qui affrontera du coup Ohio State. Et donc, bon, on aura potentiellement donc une de ces quatre, enfin une de ces 3 équipes qui affrontera donc Georgia en demi-finale. Ça risque d'être sympa. Ou Ole Miss peut faire la surprise. Enfin, on verra ça. En tout cas, voilà, je pense qu'on a été quand même assez complet là-dessus. Ça a été un peu plus long que prévu, mais vous savez, mettre en place les playoffs, il y a toujours un peu plus de choses à dire. J'espère qu'en tout cas ce podcast vous aura plu. Comme d'hab, hein, n'hésitez pas à nous donner votre avis et de réagir un peu à ces playoffs. On va essayer donc d'être le plus précis possible durant ces playoffs et d'essayer de continuer à alimenter ça. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne saison à nos côtés. C'était un peu notre saison test car c'était notre premier podcast ensemble. En tout cas, nous, de notre côté, je parle en mon nom, mais je pense que c'est à peu près pareil de mes amis, mais j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à faire ce podcast avec eux. C'est pas des mots de fin, hein, en tout cas, hein, c'est juste pour vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer pendant plusieurs moments, plusieurs années à faire ce podcast-là. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à nous faire votre retour. On a quelques retours, mais c'est toujours bien d'avoir un retour pour voir si jamais ça vous intéresse et nous donner un peu de motivation pour continuer à aller le plus loin. Mais voilà, merci à vous en tout cas. On se retrouvera donc du coup, on verra si la semaine prochaine on essaie de vous préparer quelque chose ou alors ce sera la semaine d'après par rapport au premier tour de playoff qui se retrouve du coup dans 15 jours. Donc merci à vous de nous avoir écoutés et merci à vous deux de m'avoir accompagné pour cette fin de saison régulière et ce début de playoff qui risque d'être très excitant. Voilà, merci à vous, une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous. Ciao tout le monde.